J'étais très déçue, si je peux le dire, de voir qu'il n'y avait pas autant de femmes au niveau des ministères, au niveau des différentes Direction. nominations qui ont été faites. Cette jeune fille, le fait qu'elle voit une personne, une femme, dans certaines sphères, ça l'influence positivement jusqu'à ce qu'elle se dise je veux devenir comme cette femme. En fait, le souci c'est, est-ce que la représentation des femmes est un sujet qui intéresse assez nos décideurs politiques ou pas? Est-ce qu'il y a déjà des efforts qui sont faits selon toi? J'ai pas du tout l'impression. Ça fait combien de temps qu'on parle d'aide au développement et pourtant on en est toujours là? Si c'est pour vraiment développer un pays, l'aide n'est pas faite pour ça. Avant que l'aide ne parvienne aux gens concernés, limite c'est des miettes qui arrivent. Est-ce que l'Afrique a tant besoin de cette aide? Moi j'ai ma réponse. C'est quoi ta réponse? Je te dis, c'est la tienne qui importe. Si on prend un groupe de personnes qui viennent de partout, on ne se base pas sur leurs conditions économiques, quoi que ce soit, juste sur leurs conditions d'excellence, on a vu qu'il y avait un potentiel qu'on pouvait développer et les mettre dans une école. Je ne vois pas comment est-ce que ça diminue les chances d'éducation des autres. Moi, je trouve que, par exemple, si peut-être je n'avais pas fait Yavuz Selim, je n'avais pas fréquenté cette école-là, je n'aurais pas eu les mêmes ambitions si j'étais resté dans ma localité. C'est pertinent dans la mesure où l'État investit jusqu'au bout. Ils investissent pour que les gens qu'ils forment puissent revenir et servir le pays. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, chers auditeurs de Enquête de Voix. Merci d'être là pour ce nouvel épisode où on entame un deuxième volet de votre podcast, à savoir inviter des personnes qui vont nous parler de leur centre d'intérêt. On va parler un peu de leur parcours. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Adja Fary Gueye. Bonjour Fary. Hello, je m'appelle Fary Gueye, je suis sénégalaise. Je travaille dans le développement international, plus spécialisée dans le développement du secteur privé africain. Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Ça se passe? Magnifique. La fin des études? Sentiment de soulagement, non, quand même un peu? Quand même, un peu de soulagement, beaucoup de tristesse, déjà nostalgique, mais alhamdoulilah. Bah, c'est tant mieux. Alors, Fary, moi, on va parler de plusieurs sujets, hein, on va y revenir. J'aimerais d'abord qu'on discute un peu Alors, toi, tu as fait la maison d'éducation Mariamba. Je voudrais qu'on parle un peu de ton passage là-bas. Quels sont les souvenirs que tu gardes de cette école d'excellence? Et tu as passé 7 ans, je suppose. Donc, vie sociale, tant à l'internat, vie scolaire. Quels sont les beaux souvenirs? Bon, s'il y en a, bien sûr. Je suppose que oui. Oui. Mais oui, bon, voilà. Quels sont les souvenirs que tu gardes de ce lycée d'excellence, qui est devenu Lemba maintenant, j'imagine? Apparemment, vous n'aimez pas trop ce... Faut oublier ça, c'est Lemba. Bon, Lemba. Moi, je garde sur Lemba, c'est le nom officiel. Bon, allez, comme tu voudras. C'était 7 années très précieuses, très formatrices. Parce qu'on est toutes entrées, on avait quoi, 11 ans ou 12 ans. On est enfant. On arrive, il y a plein de gens qu'on ne connaît pas, avec que des filles. Mais rapidement, tu te fais ton groupe d'amis. Bon, le groupe d'amis, c'est quoi, 28, 29 personnes. Mais vous apprenez à vous connaître, vous grandissez ensemble, vous commencez un parcours qui n'est pas facile du tout, mais où chacune se découvre, où chacune découvre son potentiel et se construit aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé les 7 ans à Memba. J'en parle tout le temps, littéralement tout le temps. Comme les fameux arrêtés, là. Ouais. Toujours eux. J'ai l'impression qu'il y a une attache à chaque fois, qu'il y a une sororité en tout cas qui existe pour avoir côtoyé quelques de tes anciennes et tout. Je te fais un coucou d'ailleurs. Hein. La promo 11, moi je suis de la promo 11. Ok. Et oui, du coup, je me disais qu'il y a une sororité, vous vous appelez souvent chers camarades et tout. Je pense que, oui, comme tu le disais. Et c'est plus, pour toi, c'est plus le fait que vous partagez ensemble l'internat qui le fait ou c'est juste le côté scolaire aussi? Ce sont les deux. On ne peut pas parler de Mariamba côté internat seulement sans parler de la vie scolaire. Ce qui fait qu'on était toutes attachées, c'est qu'on allait vraiment... En fait, on traversait les mêmes épreuves ensemble. Quand les devoirs nous fatiguaient, on pleurait tout ensemble. Quand la vie était belle, on profitait toutes ensemble. Et c'est ça qui était bien. Juste
on se comprenait, on se comprend toujours. Et on a juste construit notre solidarité autour de toutes ces épreuves, autour de toutes ces discussions, tous ces jeudis famine. Bref, autour de plein d'épreuves qui font qu'aujourd'hui, on est juste un grand groupe de sœurs. Et c'est ça qui est bien. C'est bien. Et être coupé de sa famille un peu dans une île, on vous envoie dans une île quand même, il faut le dire. Pas n'importe laquelle aussi. Ouais. Et il passait tout son temps. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles par moment? Ou bien ce manque souvent. J'en parle parce que j'ai fait l'internat, mais pas 7 ans, seulement 2 ans, à 700 km de la maison familiale. C'était pas une île, mais est-ce que par moment tu as eu des moments difficiles ou notamment ce manque de la famille, quoi? Bon, déjà, comme je disais, le début est quand même difficile. J'étais très jeune, j'avais, je sais pas, 11 ans. Je n'ai jamais quitté ma famille pendant aussi longtemps. Ok. Et je pense que tout le monde se rappelle de mes larmes quand je venais d'arriver. Et ça, oui, c'était très compliqué de se couper de sa famille. Mais ce qui était bien aussi, c'est que moi, j'y étais 5 jours sur 7. On y était 5 jours sur 7. Ok. Donc, on rentrait quand même chez nous les week-ends. C'était dur, certes, mais bon, ça va. Ça va. On Je s'habitue. pense que moins dur, peut-être pour les Dakarois. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais, Parce que moi, j'habitais à Dakar, je voyais ma ouais. famille, mais je sais que pour celles qui habitaient dans des régions qui étaient un peu plus éloignées, ça pouvait être moins évident, mais c'était assez formateur. En tout cas, je pense qu'on garde quand même, bon, je parle pas pour tout le monde, mais on Ouais. garde souvent de beaux souvenirs de Memba. Et oui. Ok, donc tu as passé si on retient de très belles années à Memba, une sororité qui s'est construite, des amitiés aussi, souvent à vie, parce que moi, les amis avec qui j'ai partagé l'internat, donc moi, c'était en classe de seconde, donc c'était... Comment t'as fait pour ton internat? Ouais. Alors, je te raconte. Ok. J'ai fait, disons, après la troisième, Ok. je suis allé à Dakar parce que j'étais à l'internat de Yavuz Selim. Ok. En fait, Yavuz Selim, genre, on avait aussi un peu comme le système de Memba à peu près, mais niveau lycée, Ok. disons comme le système du lycée scientifique d'Diourbel actuellement, où il y avait des élèves issus de toutes les régions. Il y avait une certaine sélection. Et une fois à Dakar, on était à l'internat. Et donc, on s'y est retrouvé avec des gens qui venaient de toutes les régions du Sénégal, quoi. Donc, moi, ce qui m'avait marqué surtout, c'était cette diversité. Ouais. Donc, des gens qui venaient de vraiment toutes les régions, de Matam, genre de tête, je cite, de Matam, de Ziguinchor, de Kédougou. Même si dans ta promo, peut-être tu n'en avais pas, la promo d'avant, les aînés, ils en avaient, ou les cadets, etc. Donc, c'était 2 belles années. Mais jusqu'à présent, mes amitiés, souvent, c'est autour de ces personnes-là parce qu'on a partagé de très, très bons moments. Ouais. Et au-delà de ces moments, c'est que, comme tu dis, en fait, je trouve que partager les moments durs, ça renforce, hein. solidifie le lien, quoi. Ça renforce, ça crée des liens assez particuliers. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je trouve que le système de l'Internet, ça devient ta famille. Parce qu'il faut se le dire, si tu quittes chez toi à 11 ans, pour ton cas, et moi à 15 ans, genre, tu te retrouves dans un milieu où tu passes la majorité de ta vie. Donc, limite, tu grandis avec ces gens et pas avec ta famille. Ouais. Donc, je vois parfaitement ce constat-là et tout. Après 7 ans, c'est encore... parce que vous, Non, c'est de la sixième à la, à la terminale, c'est Oui. ça. Juste si tu peux revenir, c'est actuellement, comment se passe, comment intégrer l'école Mariamba, par exemple, s'il y avait une cadette qui souhaitait Ouais. intégrer cette école, comment ça se passe? Donc, actuellement, c'est par concours. Juste après la classe de CM2, donc il y a le CFE qu'il faut passer. Et à l'issue de ce concours, il y a les 150 premières qui sont présélectionnées. Ok. Donc, si elles le souhaitent, elles peuvent passer le concours de Maria Mamba. Donc, je pense que ça se déroule juste après les examens, je ne suis pas très sûre. Normalement, elles sont appelées par c'est quoi, l'IEF, L'inspection d'académie, l'IA. l'inspection, qui les appelle. Elles passent le concours, donc, les 150. Et à l'issue de ce deuxième concours de Maria Mamba, donc de ce premier concours, il y a les 35 qui sont sélectionnés pour rejoindre Ok. l'école. Actuellement, il y a un débat sur
sur un peu les écoles d'excellence ou l'élitisme parfois, parce qu'au Sénégal, on a lancé récemment l'INAC, le lycée, je ne sais plus la signification exacte, mais le lycée Armée-Nation, quelque chose comme ça, notamment à Sédhiou et à Kaffrine. On a le lycée d'excellence qui a été fondé en 2016-17, autour de ça. Prytanée militaire qui date, Mariamba pareil. Est-ce que pour toi, déjà, comment tu vois le fait qu'il y ait des écoles d'excellence dans notre système éducatif? En quoi c'est pertinent? Première question. Deuxième question, est-ce réellement une solution pour le pays, par exemple? Est-ce que c'est une des solutions? Bon, je peux commencer par la deuxième question. Oui, vas-y. Est-ce que c'est une solution? C'est quoi le problème? L'éducation, le fait qu'il n'y ait pas de... Disons que tout le monde n'a pas les mêmes accès à l'éducation, Oui, toutes ces en fait, inégalités-là. ceux qui critiquent, c'est souvent ça leur argument, c'est-à-dire que d'un côté, il y a on priorise peut-être en investissant sur des moyens, alors qu'à côté, on a des abris provisoires, par exemple. C'est vrai, mais moi, je me dis que si on prend un groupe de personnes qui viennent de partout, on ne se base pas sur leurs conditions économiques, quoi que ce soit, juste sur leurs conditions d'excellence, on a vu qu'il y avait un potentiel qu'on pouvait développer et les mettre dans une école. Je ne vois pas comment est-ce que ça diminue les chances d'éducation des autres. Pas du tout, je ne vois pas. Au contraire, c'est juste leur donner plus de chances de réussir. Parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est le fait d'être à Mariamba qui nous a quand même permis d'avoir certains rêves, je sais pas, de viser plus loin, plus haut. C'est une possibilité. Et peut-être si on était resté dans nos écoles d'où on venait, ce ne serait pas le cas. Donc déjà, moi, je pense que c'est juste quelque chose de bien. Peut-être aussi, je suis très biaisée, mais je pense que c'est un bon argument. Ensuite, pour moi, l'élitisme aussi, en fait, j'entends les gens qui disent oui, on ne peut pas faire ça alors qu'à côté, il y a des abris provisoires, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on va quand même arrêter de créer des écoles d'excellence. Pour moi, c'est juste un investissement qui se fait, qui est légitime et qui n'empêche pas non plus que l'État investisse dans de meilleures écoles. Quoi que ce soit. Les deux peuvent aller ensemble. Les deux peuvent aller ensemble, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est pertinent pour l'éducation nationale, enfin pour le pays, tu juges? En fait, ça aussi, c'est une très grande question. C'est pertinent dans la mesure où l'État investit jusqu'au bout. Ils investissent pour que les gens qu'ils forment puissent revenir et servir le pays. Si tu les formes juste et que tu les laisses, bon, l'investissement, il va où? Il n'y a pas de retour sur investissement. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il investisse jusqu'au bout. Encourager le retour. Mais ça, c'est d'autres questions. Oui, mais pour moi, c'est pas une perte en soi. Ok, je comprends l'argument de les deux vont ensemble et l'autre argument qui consiste à dire que c'est vrai que ça devient un peu un moyen d'ascension. Moi, je trouve que, par exemple, si peut-être je n'avais pas fait Yavuz Selim, je n'avais pas fréquenté cette école-là, ou croisé des aînés qui ont fait des résultats côté académique ou même professionnel, peut-être que je n'aurais pas eu les mêmes ambitions si j'étais resté dans ma localité. Après, parfois, avec le recul, je me dis, oui, c'est un peu dans le sens... Parce qu'il y a des échappées belles. Il y a des gens qui font cette ascension-là. Mais par moment, tu as l'impression que, en tout cas, c'est quelque chose que j'observe, qu'il y a une sorte de... Déjà, les déterminismes jouent. Les déterminismes jouent, c'est-à-dire que les gens qui ont la chance d'avoir Mariama Ba, c'est parce qu'il y a eu une assise derrière, genre dans l'encadrement et tout. C'est pas tout le monde qui a les possibilités. En fait, la personne a bénéficié d'un encadrement que certains n'ont pas, par exemple. Il y a ça. Et l'autre argument, c'est de dire que, genre, on a l'impression qu'il y a une certaine... Par moment, c'était la critique qu'on faisait à l'ENA de France, par exemple, qu'il y avait une certaine reproduction, entre guillemets, sociale, mais ça dépend, c'est un argument défendable dans le sens où il n'est pas rare de voir dans une même famille qu'un papa ou qu'un frère ou qu'une sœur qui a fait l'ENA, ou peu importe, ça peut être Prytanée militaire, Mariamba. En tout cas, tu retrouves, peut-être ça arrive, peut-être c'est des cas isolés, hein, mais ça arrive des gens qui l'ont fait parce qu'ils avaient certes les prédispositions scolaires, mais l'entourage a fait que
ce qui fait que les échappés belles, les gens qui arrivent à cette ascension sociale, qui partent pas de grand-chose, ils ne sont pas si nombreux que ça. Si je prends l'exemple de certaines écoles, c'est le même cas que le concours général, c'est le même cas Mhm. que certaines écoles comme le lycée scientifique, par Ouais. exemple. Je trouve que les élèves, finalement, sont originaires des mêmes collèges. Mhm. Parce que là, c'est sur concours, c'est sur table. Il y a certains collègues qui sont mieux préparés que d'autres, c'est pareil que le CG, etc. Ouais, c'est Enfin, vrai. c'est un avis, parce qu'avant, c'est un avis que je nuance un peu quoi, avec ces arguments. Je ne sais pas si ça te convainc ou pas. Toi qui as été de l'intérieur, parce que moi, je n'ai pas été, donc moi, je parle de l'extérieur, quoi, tu vois. Euh, En fait, j'entends aussi ce que tu dis, mais je me dis, ça pourrait aussi marcher dans le sens contraire. Mm, Dans la mesure où, moi, si je viens de Memba, mm, euh, les gens qui m'entourent mm, savent que j'ai travaillé pour y aller. ouais. Eux aussi, enfin, d'une certaine manière, tu inspires aussi ceux qui sont dans ton Par entourage. l'exemplarité, ouais. Oui. Et ça ne s'arrête pas seulement dans la famille. Mm, Non, déjà, même ça, juste l'idée, comment est-ce que j'en suis venue à aimer Mariamba à ce point? mm, C'est que ma mère avait aussi cette vision de Memba, c'est l'école d'excellence. ok. J'ai envie que ma fille y aille. Mm, Elle m'en parlait souvent. Il faut travailler, il faut faire telle chose, mm, etc., mm, etc. J'avais pas d'ancienne dans ma famille. mm, Et c'est cette idée-là que j'avais de l'excellence qui a fait que j'ai juste travaillé pour y aller. Et je pense que ça pourrait marcher comme ça dans plein de situations. Et le fait aussi que ces écoles, que Memba, Diourbel ou le Prytanée, mm. qu'il y ait plein de gens qui viennent de plusieurs régions différentes, ça fait que dans leur région d'origine aussi, Inspiré. elles peuvent inspirer, Mm. peuvent parler. Souvent, surtout maintenant, tout le monde se connaît. Ouais. Et l'inspiration, on peut la prendre de partout. C'est pas seulement des gens de ta famille. Mm, Mais après, c'est vrai que ce que tu as dit, c'est vrai. Enfin, il y a la reproduction sociale, etc., etc. ouais. Mais Mm, pour moi, juste le facteur inspiration, mm. il est assez pour Non, contrecarrer le je reste. comprends. C'est un tout, hein. En fait, Mais, moi, c'est une question qui me travaille. J'y réfléchis, non, c'est vrai. c'est pas clair encore. Parce que l'inspiration dont tu parles, moi, ça m'est arrivé. Mm. J'ai un de mes oncles, un grand frère de mon père, coucou tonton, qui a fait vraiment de brillantes études, Ouais. quoi. C'est-à-dire qui a quitté Kolda à l'âge de 12 ans et qui a fait le lycée, je pense, Charles de Gaulle à l'époque à Saint-Louis. Et qui a après eu le CG, qui a été lauréat après, qui a fait à 2 reprises, hein, et Wow. qui a fait ses Machallah. études en France et tout. Mm. Mais moi, dans ma famille, oui, constamment, je disais, ah, moi, je vais être comme lui parce que, voilà, il a fait d'excellentes études, il Mm. a eu des prix, etc. Et donc, je me suis donné comme ambition et ça m'a beaucoup inspiré. Mm. Et je confirme ce que tu dis. Mais après, Mm. juste pour aussi donner ma position complète, Ouais, je suis d'accord qu'il y a des écoles d'élite que c'est important, mais il faut pas maximiser sur tout ça. sur Ouais. ça. Faut pas en créer 10 000. Mm. Ça ne sert à rien. Exactement. Sinon, même l'élitisme, il part. Mais je dis pas ça Ouais. pour garder le précision, même pas parce que me sens Non, ça, voilà. ouais. Mais juste, c'est important aussi d'investir dans l'autre part de l'éducation qui représente quand même une part plus grande que cet élitisme-là, Oui, et ça ce entraîne cercle surtout le d'élite. côté territorial de l'éducation parce que je trouve que finalement, on, on, on dit aux gens, bah, pour, pour avoir ces écoles d'excellence, là, pour être dans ces écoles d'excellence, il faut littéralement faire l'exode, quoi. C'est-à-dire, Ouais. il faut que Mm. tu quittes ta région pour aller à Diourbel ou à Gorée ou bien à Saint-Louis, Mhm. alors que l'objectif devrait être de miser sur une formation, en tout cas un enseignement de qualité au niveau là. Pourquoi pas, chaque région, elle a son lycée de référence, Mhm. lycée public de référence où les enseignements sont tout à fait sérieux et la personne y reste, il fait son parcours, fait ses études. Après, côté enseignement supérieur, c'est autre chose. Mais qu'un élève ne soit pas obligé de quitter sa famille Ouais, pour non, ça, c'est autre aller chose. étudier et Oui. tout, du moment qu'on a un standard qui est Mm. assez, voilà, Ouais. qui est assez, disons, élevé, quoi, entre guillemets. Non, c'est vrai. Ouais. Mm. Et donc, après Memba, tu intègres Sciences Po qui est une école qu'on connaît tous. Quoique Bamba m'a dit, faut pas croire ce que les gens Il a croient. raison. Donc, je sais pas. Donc, si tu Il confirmes, a raison. on en parlera. Il a raison. Peut-être c'est des escrocs, je sais pas. Bon, Alors, mais j'ai beaucoup d'amis de Sciences Sciences Po, donc je vais pas m'engager dans ça. Je risque de... Bref. Mais voilà, en fait, Sciences Po, qui est connu pour former quand même
aussi une élite française, surtout d'antan. Est-ce que, déjà, première question, pour quelqu'un qui nous suit, toujours la même question, une cadette ou un cadet, comment intégrer Sciences Po? Quelles sont les modalités pour intégrer Sciences Po? Et par extension, j'en profite, y a-t-il des possibilités de bourse, par exemple? Oui. Donc, pour Sciences Po, tu peux intégrer Sciences Po juste après ton bac, pour le bachelor, ou bien intégrer pour ton master. Pour le bachelor, en fait, pour les deux, il y a la procédure internationale qui est ouverte aux Sénégalais. Et cette procédure, elle se déroule en 2 phases. D'abord, il y a la phase d'admissibilité, où c'est étude de dossier. Oui, étude de dossier. Après, bon, ils te demandent des choses assez basiques, ton bulletin, lettre de motivation. Par contre, la lettre de motivation de Sciences Po est assez importante. Donc, l'excellence académique seulement ne suffit pas. Donc oui, il y a les bulletins, la lettre de motivation, CV et quelques autres formalités administratives. Après ça, il y a la phase d'entretien. Donc, dans cette phase, moi, en fait, avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que moi, à l'époque, j'ai juste fait un entretien basique. Alors que je sais que pour mes anciens, c'était autre chose. Je pense que tu devais lire un article en 30 minutes, puis après, ils te posaient des questions dessus, etc. Et actuellement, donc, c'est juste revenu à l'entretien. Donc, voilà. Et d'où on tire l'info? C'est-à-dire, il faut aller sur le site ou être à l'affût, ou bien, je veux dire, en étant au Sénégal, c'est pas toutes les écoles qui connaissent Sciences Po, par exemple. L'info, genre, toi, tu es allé vers ça, du coup. Oui. Ok. Mais en fait, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, parce que moi, j'ai connu Sciences Po à travers mes anciennes qui y étaient déjà. Et donc, je savais à peu près à quelle période postuler. Après, je regardais quand même sur le site, parce que c'est sur leur page que tu peux voir où est-ce qu'ils en sont, le calendrier, etc. On en revient au déterminisme. On en revient vraiment au je vais te dire, déterminisme. parce que moi, j'arrive en prépa, j'arrive en première année de prépa. Bah, j'étais avec des gens de même base, je ne sais plus avec qui je parlais. En tout cas, j'avais eu comme écho, comme quoi, que voilà, Sciences Po, ils se déplaçaient, ils faisaient des entretiens sur Dakar. Qu'il y avait moyen d'intégrer l'école. Moi, j'étais à Limamoul, je n'étais pas au courant du tout. Genre, je l'apprends, je l'apprends une fois en France. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc, tu vois, même l'info, ça devient... Enfin, il y a ça aussi qui joue, quoi. Autant certains sont obligés de faire des efforts, et l'avantage aussi qu'on a quand on est dans ce genre d'école-là, c'est que il y a des gens qui nous inspirent, des aînés, et qui nous montrent la voie, et on essaie d'avoir les informations. Mais c'est des infos qui pourtant qui sont publiques. Hein. C'est juste maintenant inspirer l'effort d'aller faire la recherche, en fait, qui est compliqué. Ok, et est-ce qu'il y a des possibilités de... Après, il y a une phase d'admission, on te dit que tu es admis. C'est ça. Et c'est quoi la différence des programmes entre ceux qui sont à Reims et ceux qui restent sur l'autre campus, par exemple? Oui, donc en bachelor, on a 7 campus. Chaque campus est, disons, organisé en termes de... on appelle ça quoi Je sais pas, de géographie, sorry. Ah, ok. De spécialité géographique. Ok. À Reims, moi j'étais à Reims, j'ai fait 2 ans à Reims, j'ai fait le programme Europe-Afrique. Ok. Oui. Il y a le campus de Paris qui est un peu plus général, et bref, d'autres campus qui sont vraiment focalisés sur toutes les régions du monde. Ok. Donc, quand tu fais ta demande pour intégrer Sciences Po, tu as droit à 2 choix. Et voilà, donc généralement, tu as quand même ton premier choix. Ok. So, yeah. Du coup, en master, vous vous retrouvez tous sur le campus de Paris ou pas forcément? Oui, en master, c'est tout le monde sur le campus de Paris. Ok, ok. Et y a-t-il des possibilités de bourse? Parce que j'ai eu comme écho que c'est un peu cher, peut-être, la scolarité parfois. C'est cher. C'est cher. Bon, ça dépend. Il y a des écoles de commerce à côté. Donc, je ne Ouais, sais pas j'avoue. si ces écoles de commerce regardent Sciences Po. Non, c'est vrai que, en fait, les études, c'est juste trop cher. Ouais. C'est vraiment trop cher. Mais du coup, oui, il y a des bourses. Il y a quand même beaucoup de bourses. Il y a les bourses des ambassades. Il y a Émile Boutmy, qui est la bourse de Sciences Po même, qui est ouverte aux internationaux. Et il y a la bourse de Mastercard, qui est vraiment trop cool. Faut que tu nous en dises plus. Ouais. Tu ne vas pas t'arrêter à trop cool et t'arrêter là. Non, Non, il y a donne la les bourse de choses. Mastercard. Donc, c'est aussi une autre procédure qu'il faut faire parallèlement à Sciences Po. En fait, je pense que pour tous les programmes, il faut vraiment regarder assez tôt, parce que les dates sont assez rapprochées. Donc, il faut s'informer et juste voir. Mais ouais.
sont des bourses assez complètes généralement. Il y a des bourses partielles aussi, mais bon, Quand elles tu sont dis pas toutes ouvertes complète, à nous. c'est-à-dire autant La la scolarité, scolarité que les frais de les vie, frais de logement, vie. tout ça, oui. Ok. Et j'allais dire, en fait, tout ça, ça se résume à avoir l'information. Oui, Et je trouve que c'est le nerf de la guerre, yep, genre, littéralement. Il faut avoir l'info et anticiper très tôt, en fait, sur oui. beaucoup de choses. Mais je trouve qu'actuellement, comme il y a un grand progrès du côté des écoles et des bourses, Mhm. même, des fondations du coup qui délivrent les bourses, Mhm. parce qu'il y a vraiment beaucoup de communication qui est faite autour. Par exemple, la bourse Mastercard, ils font Oui. tout pour être reconnus dans Ouais. plein de pays africains, parce que ça ne se limite pas seulement au Sénégal. Mhm. Et même souvent, parce que quand on regarde même pas Sciences Po, mais les autres grandes écoles dans le monde qui proposent des bourses, comme en Afrique anglophone, Mhm. c'est tellement connu parce qu'il y a une Ouais. grande communication qui est faite Ok. dessus. Mhm. Et ça commence à se faire peu à peu pour le Sénégal. Enfin, je vois, en tout cas récemment, Mhm. beaucoup de communication qui est faite sur ces offres de bourses. Ok. Et Mastercard, c'est quoi? C'est une fondation? Oui, c'est une fondation. Ok. Oui. Africaine, du coup. Non, Bon, non. je connais pas trop dans les Non, détails. c'est pas une fondation africaine. Je Ok. pense, si je me trompe pas, ça a été créé au Canada. Ok. Et oui, donc ils financent des bourses d'études L'étude. dans le monde, Ok. partout. C'est trop bien. Et là, dans le cadre de ton master, tu m'avais dit que tu fais un master en développement Oui. international, c'est ça? C'est l'école par excellence, hein, Sciences Po peut-être. Et là, actuellement, avec l'actualité, on voit qu'on parle beaucoup d'aide au développement, avec Donald Trump qui a supprimé pas mal de financements à destination de l'USAID. Je crois aujourd'hui, j'ai même vu une autre info à vérifier, mais je pense que c'est pour Millennium Challenge, un truc comme Ah ça. oui, j'ai Il y a eu une suspension aussi d'aide et de vu. financement. On a l'AFD qui est en train de faire des actions et tout, mais il y a un débat autour de l'aide. Mm. Toi, en tant qu'étudiante qui est au cœur de ça, enfin, comment est-ce que tu entrevois ça? Comment tu analyserais quel état des lieux tu ferais de cette aide en Afrique qui suscite tant de débats? Ah, franchement, là, le temps est dur pour le développement. Les temps sont tellement durs Ouais. parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'y attendaient pas. Mhm. En même temps, qui aurait pu prévoir que Ouais. Donald Trump serait même revenu? Réélu. Voilà, Ouais. il est de retour, donc il faut qu'on fasse avec. Ouais. Mais oui, les temps sont vraiment durs, les aides sont coupées de jour au lendemain. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Et ça fait qu'on doit tous se réorganiser. Moi, personnellement, ce qui m'a quand même choqué, et ce qui me choque toujours parce que j'ai pas la réponse, c'est juste qu'est-ce que le développement va redevenir? Enfin, vers où est-ce qu'on va? Je ne sais pas. Parce que là, avec toutes les aides qui sont suspendues, l'impact est énorme. Il y a Oui. tellement de gens qui se retrouvent déjà sans travail. Franchement, c'était peut-être pas la meilleure année pour graduate, mais parce Pour qu'il y a plus de l'insertion et jobs. tout, mais on te souhaite de l'avoir quand même. Amine. Amine. Oui. Mais oui, donc déjà, il y a plein de gens qui perdent leur job, Ouais. plein de gens qui ne bénéficient plus de ces aides-là et qui doivent trouver du jour au lendemain des financements. Sachant que déjà, même avant que ces aides soient suspendues, il y avait un énorme gap entre le besoin de financement et les aides qui étaient déjà versées. Ouais. Et on parlait déjà de remonter ces gaps-là. Enfin, bref. En fait, Et il y avait là, tout déjà d'un des coup aussi. objectifs qui étaient hyper ambitieux, mais avec ce qu'on a aujourd'hui, il faut retrouver d'autres solutions. C'est compliqué. Tout le monde est perdu, mais bon. D'autres alternatives, quoi. Mais et surtout que ça a un impact social énorme. Surtout ça. Parce que, tu vois, en monde rural, il est très fréquent, surtout à Kolda et tout, de voir des initiatives portées par l'USAID. Je trouve qu'ils étaient présents presque partout. Tu vois, un panneau. Mais philosophiquement, le débat qui se pose sur ce débat de souverainisme et l'aide en même temps, et même l'aide, on demande à la questionner parce qu'il y a des gens qui se disent que non, c'est comme, entre guillemets, c'est un terme caricatural, mais c'est comme biberonner un peu. Et du coup, à quel moment ces personnes qui sont aidées vont prendre leur envol, etc. Est-ce que tu as un avis sur ça, c'est-à-dire sur ce débat philosophique de est-ce que l'Afrique a tant besoin de... Ok, a-t-on besoin de cette aide? Moi, j'ai ma réponse. C'est quoi ta réponse? Je te dis, c'est la tienne qui importe. Est-ce que l'Afrique a tant besoin de cette aide? Est-ce qu'elle
produit des résultats visibles, c'est-à-dire tangibles? Deuxième question. Et troisième question, est-ce que pour, par nécessité de souverainisme et tout, par notre volonté de souverainisme, l'Afrique devrait forcément s'occuper de cette aide internationale-là et tout? Ok. Bon. Déjà, il y a un besoin qui est là. Il y a un besoin de financement qui est là qu'on ne peut pas du tout nier. Aujourd'hui, comme tu le dis, il y a plein de gens qui bénéficient de ces aides-là. On a vu les conséquences en même pas un mois. On a bien vu comment ça impacte les gens dans leur vie de tous les jours. Dans le secteur de la santé, par exemple, l'USAID finançait tellement de projets au Sénégal pour les personnes qui ont le VIH, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique subsaharienne, les personnes qui ont le VIH, également dans l'éducation. Il y a beaucoup d'écoles qui le finançaient. Oui, c'est vrai. Et si du jour au lendemain, ces aides sont coupées, comme je t'ai dit, il faut qu'on retrouve des alternatives. Maintenant, si nous, par notre volonté de souverainisme, etc., on se décide de ne plus prendre ces aides ou bien de prendre, disons, l'état actuel des choses comme une opportunité pour s'en sortir, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose qui va le remplacer et qui est aussi efficace. Maintenant, en termes d'efficacité aussi, il y a deux standards différents. Est-ce que ces aides sont juste là pour aider les gens qui sont dans le besoin aujourd'hui? Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas accès aux besoins de première nécessité. Est-ce que ce sont des aides juste pour justement vivre au jour le jour? Ou bien c'est pour créer le développement? Parce que si c'est pour vivre au jour le jour, quand même, ces aides-là sont efficaces. Il y a plein de gens qui ne sont pas dans la famine parce que l'USAID a des mécanismes pour ça. Mais il y a aussi une grande partie du développement qui n'est pas prise en compte par ces aides. Et c'est là qu'il faut faire la différence. De quelle efficacité est-ce qu'on parle? Si c'est pour vraiment développer un pays, l'aide n'est pas faite pour ça. Franchement, c'est pas fait pour ça. Il n'y a aucun bailleur, en tout cas de ce que j'ai appris, de ce que je vois. Dis-nous les coulisses. Dis-nous. Non, mais j'ai l'impression On sort les dossiers. Pardon, je cherche un job. Non, mais non. Non, mais tu cherches un job quand même. Faut pas en dire trop. Vas-y. Non, mais... En vrai, qu'est-ce que je disais encore? Que l'aide, elle n'est pas faite pour développer un pays. Donc, dire aide au développement, c'est... Ouais, c'est quel développement? Enfin, c'est pas aide au développement. Pour le moment, en tout cas, ça ne l'est pas. Mais après, il y a quand même une grande réflexion qui est faite dessus, sur comment est-ce qu'on doit investir pour aider ces pays à mieux, comment dire, mobiliser leurs ressources, etc. Oui, leurs ressources internes, leurs ressources domestiques. Donc oui, ça, c'est une grande réflexion qui est en cours. Mais pour la partie, est-ce que les aides sont efficaces? Est-ce qu'elles vont développer un pays? Non, je pense pas. C'est ça. En fait, moi, tu vois, le tonton que je te disais qui m'inspirait et tout, il travaille, il a fait toute sa carrière dans les ONG, il a pris sa retraite et tout. Et souvent, on discute. Il est du même avis que toi. Pour quelqu'un qui a fait quoi, 35 ans, voire 40 ans là-dedans. Et il faut juste faire, on n'a pas besoin de faire une lecture, de faire Sciences Po pour comprendre ça. Oui, non, je suis d'accord. Mais tu te dis, et je me dis, quand tu regardes, ça fait combien de temps qu'on parle d'aide au développement et pourtant on en est toujours là. C'est que une des causes aussi, en tout cas parmi les critiques qui sont données, c'est la non-adaptation par rapport aux besoins réels, locaux, ou même faire appel aux ressources locales qui sont là, parce que certains bailleurs ne comprennent pas les réalités locales. Bon, caricaturalement, ils débarquent et après ils imposent à peu près pour le rendu. Et derrière aussi, il n'y a pas, en tout cas de ce qu'il me disait, il y a un manque d'évaluation souvent, d'évaluation, de suivi. C'est-à-dire au début, ça peut être bien, mais à la fin, on lâche un peu. Et l'autre chose, c'est les budgets de fonctionnement des gens. C'est-à-dire avant que l'aide ne parvienne aux gens concernés, limite, c'est des miettes qui arrivent. Il y a Abdourahmane Diouf, il y a quelques années, qui parlait de ça, qui disait que quand il travaillait quand il était consultant dans les organisations internationales et tout, la somme de base qu'on donne et ce qui arrive pour ne serait-ce que creuser un puits, c'est tout minime, quoi. Donc tout ça, c'est des sujets sur lesquels il faudrait réfléchir pour réformer. Mais pour réformer, il faut qu'il y ait aide. Il n'y a plus d'aide là, non? Non, là, franchement, c'est compliqué.
Il y a C'est plus très de... compliqué. Mais oui, c'est vrai que là, il y a plein de choses qui doivent être faites quand même. Hmm. Mais c'est aussi une opportunité. On va pas prendre la situation quand même que du côté Ouais, négatif. C'est une opportunité pour réfléchir justement à cette aide-là effectivement. et voir juste ce qu'on veut, ce à quoi on s'attend et peut-être avoir une vraie discussion avec les bailleurs aussi à ce Ouais. moment. Et tu as parlé aussi de la contextualisation. Hmm. Ça, c'est un aspect super important parce que chaque fois qu'on parlait de l'Afrique, il y avait énormément de stéréotypes qui étaient Ouais. autour, Hmm. alors qu'aujourd'hui, cette discussion, elle se pose de plus en plus de comment est-ce qu'on doit aider, de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Il y a plus de stratégies bottom-up Je qu'avant. sais pas, c'est des termes techniques que moi je connais pas. Non, Explique-nous, s'il te plaît. mais juste aujourd'hui, le développement ou bien les aides qui sont allouées, Hmm. elles ne sont pas seulement pensées par les bailleurs qui viennent, Ah, qui déversent leur ok. argent. C'est basé sur le besoin Ok. des gens même. Donc ça, c'est bien. Et aussi, il y a plus d'acteurs Locaux. africains qui se démarquent dans ça et qui posent justement, qui apportent cet élément contextuel. Hmm. Ils leur disent, c'est comme ça qu'il faut le faire. Ok, Parce qu'il y a des choses, si tu ne vis pas dans le pays, tu ne pourras jamais le savoir. c'est clair. Donc, ça, c'est cool. Moi, j'aime bien, en tout cas, Hmm. être dans le développement à cette période, même si c'est très chaotique, mais on aime bien. Ouais, mais en vrai, oui, il y a toute une réflexion qui. Mais c'est positif qu'il y ait Oui. ces réflexions, qu'il y ait ces critiques-là, les gens en parlent. C'est toujours important. Et quand on regarde aussi, comme tu dis, les acteurs Ouais. locaux, Oui. dans certaines agences de développement, on voit de plus en Si. plus des Africains qui sont dans les COMEX, qui Mhm. dirigent quand même Mhm. qui occupent des postes haut placés. Et ça me permet on va clore ce chapitre sans pour le dans Yep. le clore, mais on va y revenir Ouais. sur bon, dans le cadre de ton alternance et Mm. tout, tu fais souvent des interventions sur des thématiques qui concernent l'Afrique. Ouais. Et je voudrais bien que tu nous en parles un peu. Enfin, est-ce qu'il y a quel est l'état des lieux actuel, c'est-à-dire surtout dans tout ce qui est... Là, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on voit beaucoup de bailleurs qui investissent en Afrique, enfin, qui financent des choses, des projets, que ce soit sociaux ou d'autonomisation, etc., afin de créer une économie circulaire pour certains, etc. Ça entre toujours dans le cadre de l'aide au développement, mais là, je parle plus vraiment côté accès, aide à l'entrepreneuriat et tout. Il y a des fonds qui agissent sur Ouais. le terrain. Est-ce que toi, tu as eu à le voir? Est-ce que tu vois des évolutions, par exemple? Oui, je vois des évolutions. Déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas une experte, mais Ouais. juste, juste de ce que je vois Ouais. et de ce que je comprends aussi, c'est que aujourd'hui, il y a plus de communication autour de tout ce qui entoure l'entrepreneuriat, Mm. les projets d'accompagnement donc, Mhm. aux entrepreneurs. Et ça, c'est super bien parce que ça donne quand même la possibilité à plein de gens qui avaient des idées de business qui ne les réalisaient pas, Mm. de justement leur donner vie. Mhm. Et ça, c'est trop incroyable. Moi, j'aime trop voir, j'aime trop voir que les gens ont plein de projets sur plein de secteurs Mhm. et qui postulent pour ces aides-là et qui les ont pour ensuite réalisé leur projet. Donc ça, c'est bien. Après, bon, ça dépend aussi des pays, mais il y a aussi un énorme gap entre les projets. En fait, on revient toujours à ta question de l'information qui est assez centralisée Ouais. parce que souvent, ce sont les gens qui restent, qui sont assez exposés à ces informations-là, qui ont accès à ces aides-là, Mhm. même si bien sûr, il y a des efforts qui sont faits pour que la communication puisse être plus fluide. Mhm. Mais il y a toujours quand même une grande partie qui n'a pas connaissance de tous ces instruments qui sont mis en place pour aider la population, pour aider les entrepreneurs en général. Mais bon, franchement, moi, je trouve qu'actuellement, c'est bien. Il y a plein d'acteurs, plein de choses. Mm. C'est aussi un problème, mais juste s'il y a une recherche de financement, Mhm. si un entrepreneur, en tout cas, cherche quelqu'un qui doit le financer, il peut le trouver. Il peut. Et l'accès à l'information des acteurs Toujours qui ça, le posent problème. problème, quoi. Parce que je me dis, autant ils vont peut-être miser beaucoup sur une communication institutionnelle, sur Oui. les réseaux avec les membres du gouvernement, etc. Enfin, des acteurs ou des institutions locales, Mhm. mais autant pour certaines niches, Ouais. c'est difficile que l'information parvienne. Est-ce qu'il y a des alternatives ou Euh, sur le terrain, enfin? mm.
En fait, j'avais même oublié de dire aussi que c'est pas seulement la question de communication, mais c'est aussi les dossiers, par exemple, qui sont demandés à un Ah, entrepreneur. c'est vrai. Parce que chez nous, il y a le secteur informel, il est beaucoup plus présent. Mhm. Donc, si tu demandes à ces gens du jour au lendemain de me rapporter un business plan, de me Un rapporter linéaire. un INEA ou bien je sais pas quoi d'autre, Ouais. ils vont juste se dire non, c'est trop compliqué, c'est pas pour nous et ils Mm, abandonnent. Et ça, c'est ce que font plein de gens. mm, Et c'est assez dommage. Maintenant, oui, il y a des alternatives. Il mm, y a de plus en plus de programmes qui essaient d'aider justement ces gens qui sont dans l'informel à se régulariser, à mm. se formaliser. Ouais. Donc, il y a toujours de l'espoir. Il y a même aussi des alternatives comme, tu vois, la microfinance, je trouve, Oui, par exemple, par rapport aux banques classiques. ça, c'est ton Elles, secteur, hein. elles- Je t'écoute. non, du tout. Par rapport aux banques classiques, elles ne donnent pas, enfin, elles ne demandent pas autant de documents, Mhm, ce qui fait que l'accès au crédit pour les couches vulnérables ou ouais, pour certains, en tout cas, notamment des femmes, mhm, est plus facile du côté des microfinances. oui, Donc, les gens se constituent en GIE, tu mhm, vois, dans nos tatas, nos c'est vrai, TFO, une tontine, etc. Et elle emprunte très facilement maintenant ouais, parce qu'il y a des caisses dans chaque ville, littéralement. Maintenant, ça aussi, il y a un autre problème, c'est le problème des taux d'intérêt qui sont très élevés uhum, parce qu'ils disent qu'ils prennent trop de risques mm. par rapport aux critères qu'ils ont de solvabilité, etc. Bref. Mais en fait, il y a un gros souci. Je trouve que ils sont en train de résoudre une partie du Oui, problème, l'accès au financement. Maintenant, quand il s'agit de remboursement, mhm, ça devient problématique parce que les taux sont élevés et puis c'est parfois très compliqué. Quoique, il est prouvé que les femmes, non, c'est une étude, hein, c'est très sérieux, hein, c'est des études très sérieuses, ok, que je les femmes t'écoute. remboursent le mieux. Genre, tu sais, c'est connu parce que celui qu'on appelle le banquier des pauvres, entre guillemets, Ahmed Younous, alors, il est de quelle nationalité? J'oublie, à vérifier, mais j'oublie. En fait, quand il s'est lancé c'est un peu comme le père de la microfinance, Ouais. etc., que ce soit lui ou les études scientifiques d'après, ça a prouvé il prouve que les femmes, en tout cas, remboursent mieux que les hommes. Il est beaucoup plus sécurisé de prêter à un femme qu'à un homme. Donc, on peut en tirer les interprétations qu'on veut, Ah, mais ça me permet de venir sur le sujet de l'autonomisation des femmes ouais. en Afrique. On voit beaucoup d'initiatives, même si, bon, je sais qu'il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ce mot autonomisation financière, etc. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'initiatives à l'endroit des femmes et des jeunes qui consistent à financer particulièrement ces personnes. Mhm. Euh, pour toi, enfin, pour quelles raisons, genre, on décide pour quelles raisons on se focalise particulièrement à ces couches, enfin, que ce soit les femmes surtout et les jeunes. Euh, alors, parce que quand même, ils représentent une grande partie de la population. Déjà, ça, Mhm, c'est une très bonne raison. mhm, Le Sénégal a une population très jeune. ouais, Il y a plus de femmes. Donc, elles ont beaucoup d'idées de business qu'elles n'ont pas souvent l'occasion de réaliser. Donc, il est essentiel de les accompagner. Ça, mhm, c'est la raison basique. mhm, Mais la deuxième raison aussi, c'est qu'il y a des inégalités qu'il faut rectifier. mhm, Beaucoup de femmes n'ont pas l'opportunité de réaliser ces projets-là mhm. pour plein de plein d'inégalités dont Ouais, on de parle tous raison. les jours, pour Ouais, lesquelles on se bat tous les jours. ouais, Donc oui, c'est normal qu'aujourd'hui les gens s'intéressent de plus en plus à ça parce que non seulement ces revendications sont plus entendues, ce qui est mhm, super bien, mhm. et en fait je blâme aussi, enfin, pas je blâme, mais il y a aussi ce côté capitaliste. Ils se sont rendus compte qu'il y a un grand Toujours le potentiel, capitalisme. toujours le capitalisme, mais Toujours. parfois ça profite parce que regarde, Il y a des mercenaires des exactement, capitalistes. Comme un certain Stanislas. Oui. Ah, apparemment. Ouais. Mais c'est ça, juste, ils se sont rendus compte que les femmes et les jeunes représentent quand même une bonne partie Ouais. de Du leur business, quoi. marché, oui. Et s'ils investissent sur eux, Mhm. il y a un grand retour. Sur, Donc, franchement, le capitalisme, parfois, c'est dur, oui, mais c'est pour ça ça. Enfin, marche. c'est un peu. Il y a une part d'intérêt aussi Mhm. Mais oui, donc, en parlant de ça, parce que l'accès au financement est autant important, parce qu'on a l'impression que, quand même, quand tu as
cet accès où tu deviens autonome un peu, Mhm. mais aussi j'ai comme l'impression que c'est un peu lié à, à l'accès aux sphères décisionnelles, par exemple. En tout cas, concernant les femmes dans nos pays, Mhm. euh, le fait qu'il n'y ait pas, en tout cas pour la majorité, qu'elle n'ait pas assez de ressources, ou en tout cas qu'elle fasse partie de ces gens qui ont peu de ressources, donc moins d'indépendance, fait qu'elles sont plus reléguées au second plan. Souvent. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire afin que ces femmes accèdent plus aux sphères décisionnelles, voilà, quels sont les efforts? Est-ce qu'il y a déjà des efforts qui sont faits selon toi? C'est ton avis que je demande, hein, pas de... Euh, Pardon. Est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens? Ouais. J'ai pas du tout l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y a Ouais. des efforts qui sont faits Mhm. pour que les femmes puissent accéder aux sphères décisionnelles ou quoi que ce soit. Mhm. Pour le moment. Ouais. Mais après, si c'est juste du côté de l'entrepreneuriat, oui, enfin, c'est normal qu'on investisse pour qu'elles soient plus autonomisées. Sorry, Ouais. wow. Qu'elles soient autonomisées. Mhm. Euh, mais en fait, tout est lié aussi. Enfin, là, je suis en train de connecter plein de choses, mais vraiment, tout est lié. Mhm. Parce que une femme qui a plus de pouvoir, en tout cas, si on se base sur les stéréotypes et ce qui est dit, Mhm. entre guillemets, Ouais. une femme qui a plus d'autonomie, elle va avoir moins de temps à consacrer à la famille, elle va avoir plus de liberté par rapport à l'homme. Mhm. Et ce sont des choses qui font que aujourd'hui, il y a juste plein de gens qui sont... Enfin, il y a ces débats qui se posent. Mhm. Enfin, je le vois sur Twitter, etc., Ouais. etc. Et en fait, il y a ces stéréotypes qui existent, Mhm. mais je pense qu'on est en train de les quitter peu à peu. Ok. Parce qu'on a beaucoup d'images de femmes qui réussissent, qui atteignent quand même ces sphères décisionnelles, même si elles sont pas... enfin, on n'est pas encore totalement satisfaite, Mhm. mais il y a des exemples qui sont là et qui nous inspirent tous les jours. Donc, puis, même s'il y a encore un manquement, Mhm. on a quelques images de référence, Donc, pour disons. toi, l'exemplarité, c'est un des moyens un peu enfin, de franchir cette étape, dans le sens où le fait qu'une jeune fille voit une personnalité, enfin, une femme atteindre un certain niveau, Mm. se dit que, bah, moi, c'est comme l'inspiration dont on parlait Oui, tout c'est à l'heure, ça. qu'elle se Tout est dise lié. que oui, moi, je veux être à ce niveau-là. Donc, là, ce qui se passe, c'est que cette jeune fille, le fait qu'elle voit une personne, une femme, dans certaines sphères, ça l'influence positivement jusqu'à ce qu'elle se dise, je veux devenir comme cette femme. Le souci qu'on a, c'est que bah, maintenant, même par cette exemplarité-là, j'ai l'impression qu'on barre un peu la route à ces femmes. Moi, je fais Mhm. allusion, Mhm. je le dis et j'assume, hein, je fais Mhm. allusion aux différentes Mhm. nominations qu'il y a eu Yes. lieu au sein du gouvernement ou des postes de direction, que à chaque fois, on ramène le débat de la compétence. Oui, Et il ne s'oppose bizarrement que quand il s'agit des comme par femmes. hasard. Comme par hasard. Donc, mais est-ce que tu serais favorable pour une discrimination positive? Moi, j'ai mon avis, mais Bon, déjà, par rapport, juste pour réagir oui. par rapport à ce que tu disais, oui, la représentation, elle est super importante. Franchement, elle est super importante. On a toutes besoin d'une personne de référence Mhm. qui nous inspire, qui nous donne envie de faire comme elle, d'aller dans son domaine, etc. Donc, ça, c'est super important. Et juste pour cette raison-là, on devrait donner plus la chance aux femmes quand même. Ok. Ça, c'est une chose. Mhm. Et moi aussi, j'étais très déçue, si je peux le dire, de voir qu'il n'y avait pas autant de femmes au niveau des ministères, au niveau des différentes Direction. nominations qui ont été faites. Mhm. Je m'y attendais pas vraiment. Mhm. Et c'est quelque chose que je vais continuer à revendiquer parce que pour moi, on a toutes nos places là-bas. Et aussi, même le fait que le sujet des compétences se pose que pour les femmes, make it make sense, guys. Si tu parles de compétences et qu'on les a, Mhm. pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi dans ces sphères? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, Et- discrimination positive. Ouais. Hmm. En fait, le problème, c'est que est-ce que cette discrimination positive aurait résolu ce problème? Moi, je pense pas. Je pense en partie une solution, dans le sens où
tu vois, l'exemplarité dont on parle, et c'est comment ça s'appelle, cette inspiration-là, Mhm. tant qu'elle permet, en tout cas, on va parler, ils vont parler de compétences certainement, mais tant que cette discrimination positive-là, on prend on nomme une femme dans un secteur donné, c'est pour derrière, Mhm. en tout cas, inspirer d'autres personnes, quoi. C'est pas, pour moi, dans ce sens-là, elle est valable, hein. En fait, le souci, c'est les personnes qui doivent mettre en place ces discriminations positives ne vont pas le faire. C'est vrai. Parce que si elles voulaient vraiment faire ces discriminations positives, elles auraient juste nominé les femmes au début. En fait, le souci, c'est est-ce que la représentation des femmes est un sujet qui intéresse assez nos Dirigeants. décideurs politiques Hmm. ou pas? Parce que si ça les intéresse vraiment, on n'aurait même pas à chercher d'autres initiatives, d'autres instruments pour que les femmes soient plus représentées. Hmm. En plus, franchement, pour moi, ça ne fait pas sens que tu parles de démocratie tout le temps, que tu revendiques la justice sociale, pour ensuite barrer la femme à quand même la moitié de ta population. Enfin, Ouais, c'est clair. Et ça me permet de poser la question sur l'engagement politique des femmes. Genre, selon toi, est-ce qu'elles doivent plus s'engager ou bien là aussi elles font face à une barrière qu'on connaît tous, c'est-à-dire ce cordon ombilical que je disais de la domination, notamment des hommes qui sont au devant de la scène politique, quoi. est-ce Et qu'elles est-ce que doivent... ce que tu observes actuellement sur la scène politique sénégalaise par rapport aux femmes qui s'y engagent, est-ce que tu vois une évolution ou quelque chose à réformer ou voilà, faire l'engagement politique des femmes quoi, Ouais. dans la politique. Est-ce qu'elles doivent plus s'engager? Bon, en termes d'efforts, je pense quand même on fait déjà beaucoup de choses, juste c'est pas encore reconnu. Si un effort doit être fait, c'est du côté de nos dirigeants, comme je disais. Donc déjà, il y a ça. Euh, Quand il s'agit de notre sphère politique actuelle et des femmes qui y sont, Mm. oui, enfin, les femmes sont présentes, comme je dis, elles sont quand même minimes, mais elles sont présentes et on voit qu'elles sont engagées. Mm. Elles sont très engagées. Enfin, qu'on les aime ou non, elles font leur travail. Elles peuvent peut-être défendre des positions qui ne nous arrangent pas, ou Mm. bien, même si ça nous arrange, on peut ne pas être totalement satisfait de leur manière de faire, etc. Mm. Mais elles sont là. Il y en a qui sont là depuis tellement longtemps. Essette Talsal, par exemple, tu peux l'aimer ou ne pas l'aimer, mais Mm. c'est vraiment une femme politique remarquable. Et ça, on ne peut pas le nier. Et moi, juste le fait de voir justement tous ces personnages-là, ça me Mm. dit que j'ai aussi ma chance. Mm. Je ne dis pas que je vais le faire, mais juste j'ai Ah ma bah chance. écoute, en tout cas lapsus révélateur, hein, donc peut-être que on Non, aura c'est pas... Farid 2040 et Eh quelques, je bien, sais pas. Mais écoute, mais oui, je pense que tu as eu la chance de visiter pas mal de pays en Afrique et tout, en Afrique subsaharienne notamment. Est-ce que tu as perçu une différence de mentalité entre les pays dits anglophones et francophones? Genre, si oui, quelles sont les différences majeures que tu as pu constater, par exemple? euh, en termes de mentalité, je réfléchis pas tant que ça, je crois. Ok. Pas tant que ça. Moi, en tout cas, je dirais plus les points en commun. Mhm. Partout où je suis allée, je parle comme si j'avais fait 10 000 pays, mais bref. Peut-être, hein? Par rapport Non, à moi, pour, oui, 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 bien sûr. non, pour les quelques pays que j'ai faits, le sentiment que j'ai eu durant mes premières secondes d'arrivée, c'était que les gens sont hyper accueillants. Ok. Franchement, dans tous les pays où je suis allée. Et il y a pas, même s'il y a, il y a une barrière de la langue dans certains cas, juste tout allait bien. Enfin, je sais pas, je me Mhm. sentais trop bien à chaque fois. Ok. Les gens sont super accueillants, super gentils. Euh, Après, non, en termes de mentalité qui diffère, je ne vois pas Et du tout de point de suite. vue études, tu as eu à faire un échange ou pas dans un pays anglophone? Ah oui, oui. Est-ce qu'il y a une différence dans l'approche? Oui, j'ai fait une année d'échange au Ghana. Ok. Et bon, déjà, les systèmes sont différents. Eux, leur bachelor, par exemple, ils le font en 4 ans, Ok. alors que nous, notre licence, bon, c'est 3 3 ans. ans, ouais. Et ça fait que, et souvent même, après leur bachelor, ils travaillent directement Oui. avant de faire un master, certains qui ne le font pas. Mm. Alors que pour nous, c'est systématique, tu dois faire les deux, Master. souvent. Donc ça, c'était une grande différence. Et ça faisait aussi que, dis-toi que ce qui est drôle dans mes classes au Ghana, mais Mhm. ça aussi, c'était peut-être propre à l'école où j'étais, Ouais. mais il y avait, je pense que j'étais la plus jeune déjà, mais après, l'écart d'âge était énorme. Ah oui. Il était énorme, il n'y avait que des personnes âgées, Ok. mais c'était bien, c'était aussi une autre organisation, disons, qui était cool, qui était intéressante. Ok.
Puis écoute, on arrive à la fin. Merci Farid d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir de discuter avec toi, comme toujours. Ça parle développement international, ça parle d'engagement politique pour les femmes, etc. Et c'était un plaisir en tout cas de t'accueillir dans Enquête de voix. Merci d'être venu. Merci à toi, c'était trop bien. Merci beaucoup. Je t'en prie.